Et les marchés boursiers qui reprennent le chemin de la baisse, on est toujours autour des 7000 points. Investisseurs qui ont les yeux rivés bien sûr sur la situation au Proche-Orient, ce risque d'escalade et d'extension du conflit entre le Hamas et Israël. Bonjour Nicolas Gottsman. Bonjour. Responsable de la recherche à la financière de la Cité. C'est vrai qu'on a une relative faible réaction des marchés la semaine dernière qui finalement penser à demi-mot, implicitement que le conflit resterait limité. Voilà. Et qu'il n'y aurait pas de régionalisation, d'extension du conflit. Est-ce que ce scénario est moins probable depuis ces dernières heures ? Alors, il est un peu moins probable, mais on voit qu'il y a des efforts qui sont quand même menés, oui, notamment du côté américain, de tous les côtés, je pense, pour essayer de ne pas en arriver à cette question-là. Mais je pense qu'effectivement, la semaine dernière, on a eu une vision qui a été assez restrictive de la situation, qui était logique vu la tragédie des événements. Mais si on regarde avec un peu plus de recul, on voit que ce qui s'est passé, c'est qu'on voyait donc les accords Abraham qui permettaient à Israël de normaliser la situation avec certains pays arabes. Donc on a eu d'abord les Émirats arabes unis, on a eu Bahreïn, ensuite le Maroc et le Soudan. Et la perspective d'avoir l'Arabie Saoudite aussi. Ouais, et la perspective d'avoir l'Arabie Saoudite, d'ailleurs c'était assez curieux, le Wall Street Journal avait publié un papier le 6 octobre, donc la veille de l'attaque, indiquant qu'il y avait de bonnes avancées dans ce sens-là. Et en fait, cette situation-là allait amener, on va dire, à une modification du rapport de force qui existe entre Iran et Arabie Saoudite au Moyen-Orient, qui permettrait à l'Arabie Saoudite de vraiment avoir, en ayant un accord avec Israël et avoir un accord de sécurité important avec les États-Unis, de permettre à l'Arabie Saoudite de devenir véritablement l'hégémon régional au Moyen-Orient. Or, ce qui s'est passé, évidemment, sert les intérêts iraniens de permettre de torpiller les accords qui étaient en cours entre les deux. Et ce qui était attendu, notamment du côté du marché, donc les implications économiques directes, c'est que si l'Arabie Saoudite venait à signer cet accord, il y avait une large possibilité pour que l'Arabie Saoudite commence à produire davantage de pétrole. Or, on sait aujourd'hui qu'ils ont 3 millions de barils par jour en réserve sous le coude, qu'ils peuvent mettre sur le marché. Or, ils ne veulent pas pour l'instant mettre sur le marché. Qu'ils ne veulent pas mettre sur le marché et qui était aussi un élément de la négociation qui était à ce moment-là. Or, maintenant, ces accords sont gelés. Donc, pour l'instant, il n'y a plus de négociation. Donc, la possibilité de voir l'Arabie Saoudite venir inonder le marché et de permettre de faire baisser les cours du pétrole est une perspective qui se tarit aujourd'hui. Et évidemment, maintenant, si jamais on arrivait à une situation où on avait l'intervention du Hezbollah donc au nord du pays, on pourrait avoir une régionalisation du conflit. Et on sait que aussi bien que la Russie, l'Iran a pris l'habitude de venir, saboter les intérêts occidentaux en ciblant directement l'énergie. La Russie l'a fait directement avec le gaz et en 2019, l'Iran l'avait fait jusqu'où peut monter, dans ces cas-là, le baril de pétrole en cas d'extension du conflit, notamment à l'Iran indirectement via le Hezbollah au nord d'Israël avec le Liban, parce qu'on comprend bien que c'est toujours le pétrole qui est la courroie de transmission économique de ce conflit au reste du monde. Alors il y a la version, on va dire, sage, qui est simplement de se dire que peut-être que les sanctions qui sont mises sur l'Iran vont être normalement qui ne pourrait pas exporter son pétrole. Or aujourd'hui, elle le fait à hauteur de 3 millions de barils par jour. Si les sanctions sont réellement menées maintenant, ça retirerait 3 millions de barils par jour, ce qui mettrait déjà une énorme tension sur le marché. Il va où le cours du baril avec 3 millions de barils le jour en moins ? Je ne vais pas faire d'estimation, mais on va dire qu'on va partir évidemment à des niveaux on va dire comparables à ce qu'on avait eu notamment l'année dernière dans une première étape. Mais ensuite, on peut aller plus loin. On peut aller assez loin. Je ne vais pas faire de prévision sur le prix du pétrole par rapport à cela. Mais par contre, ensuite, si l'Iran décide vraiment de venir dans le conflit, ils ont aussi effectivement la possibilité de faire ce qu'ils avaient fait déjà en 2019, c'est-à-dire de tirer sur des sites de production en Arabie Saoudite ou alors carrément de bloquer le détroit d'Ormuz. Ça n'a jamais été fait, ça. Ça n'a jamais été fait. Détroit, c'est en mer Rouge, par lequel transite 20% de la production mondiale de pétrole quotidienne. On parle de 17 millions de barils par jour, effectivement, donc c'est absolument colossal. Et donc là, en fait, c'est une rupture complète du marché pétrolier. Donc on n'en est pas là. Évidemment, tous les acteurs aujourd'hui font en sorte qu'on n'en arrive pas à une situation comme celle-ci. Et évidemment, on arrive aussi dans une situation où on voit très bien ce qui est en train de se passer, je pense, c'est de voir entre la collaboration qui existe
forte entre le régime de Téhéran et Moscou, et également le partenariat stratégique qui existe également entre l'Iran et la Chine, de voir un monde qui est de plus en plus en train de se scinder en deux blocs assez distincts. Et on a vu encore notamment ce week-end ce qui se passait entre Israël et la Chine, avec on va dire, Israël qui se désolait du manque de réaction chinoise et la Chine qui a l'air plutôt de soutenir effectivement ce qui se passe à Téhéran que de soutenir l'autre côté. Est-ce que dans tout ça, l'Europe est particulièrement vulnérable selon vous? Je pense qu'elle est particulièrement vulnérable en conséquence de sa vulnérabilité énergétique globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, la Russie aussi reprend aussi le terrain et pourrait être amenée encore à essayer de perturber les marchés énergétiques. Aujourd'hui, on a Téhéran qui pourrait également le faire. Et dans ces conditions-là, vu la vulnérabilité et la dépendance européenne à l'extérieur, évidemment, il y a une vulnérabilité qui est extrêmement forte, d'autant plus que l'inflation qu'on a aujourd'hui au sein de la zone euro est principalement le résultat de ce qui s'est passé sur les marchés de l'énergie. Donc oui, nous sommes vulnérables et en plus on a une BCE qui est effectivement pas très coopérative dans cette histoire. Pour le moment. Après, pour éviter cette régionalisation, cette extension du conflit au Proche-Orient, les Américains ont envoyé un deuxième porte-avions sur place pour dissuader toute intervention du Hezbollah dans le nord d'Israël. C'est ça, voilà, c'est pas... je pense que les Américains essaient de faire autant que ce soit possible, d'éviter cette régionalisation. On voit que les Iraniens, pour le moment, ont des déclarations qui sont parfois un peu paradoxales. Donc, soit de dire que si Israël rentre dans Gaza, il y aura un élément qui permettrait une intervention directement, ou d'autres personnes du pouvoir qui disent l'inverse. Donc pour l'instant, on a, je pense, une situation qui est confuse et on est sur une ligne de crête effectivement sur cette question-là. Et sur le marché des dettes, sur les marchés locaux, alors on voit déjà on voit sur la dette israélienne, la dette égyptienne, la dette libanaise, on voit des choses. Alors sur la dette libanaise évidemment, parce que si jamais on avait une régionalisation du conflit, je pense que ce qui se passerait au Liban serait absolument catastrophique, déjà sur une situation qui est déjà catastrophique aujourd'hui. En Égypte, on a aussi un risque qui est important et on voit que le marché de la dette avait déjà réagi la semaine dernière. Par contre là, ce qu'on commence à voir maintenant, c'est effectivement la crainte d'avoir une régionalisation où effectivement tout le Moyen-Orient devrait être impacté. Pour le moment, cette question-là avait été limitée. C'était plutôt le Liban et l'Égypte principalement. Maintenant, on commence à voir les dettes des autres pays de la région qui commencent à être impactés par cette situation. Ça veut dire qu'on avait déjà la thématique macro de l'inflation qui perturbait les marchés. On a les résultats d'entreprise. On a eu des bons résultats sur les banques américaines la semaine dernière. On a eu quelques avertissements sur résultats en France. Paradoxalement, macro plus risque géopolitique. C'est ça. Oui, c'est important. Et paradoxalement, dans cette situation-là, on a quand même une économie américaine aujourd'hui qui est toujours aussi puissante, avec des résultats pour le troisième trimestre de cette année 2023 qui devrait être record, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une croissance qui soit proche de 5% en annualisé sur le troisième trimestre, et de montrer qu'en fait ça reste, on va dire, un support de l'économie mondiale qui est extrêmement puissant aujourd'hui. C'est une bouée de sauvetage pour les marchés d'avoir des bons résultats d'entreprise sur le troisième trimestre. Oui, c'est une bouée de sauvetage. Ensuite, les résultats sont tellement élevés, on va dire, ces derniers trimestres, qu'effectivement le risque de le voir se corriger est également important. Bon, voilà l'explication signée Nicolas Gottsman pour la financière de la Cité. Merci beaucoup. Merci.